Bienvenue dans le second module de notre MOOC dédié à la création d'entreprise. Ce module est consacré au business model Canva. Nous allons voir comment, à partir de l'opportunité d'affaires dont vous avez clarifié les contours grâce au premier module, vous pouvez maintenant construire votre modèle économique ou business model, c'est-à-dire poser les hypothèses de base du fonctionnement de votre future entreprise. En présentant ces hypothèses à des tiers, comme les réseaux d'aide à la création d'entreprise, mais aussi pourquoi pas à de possibles fournisseurs ou même clients, vous ferez évoluer vos hypothèses de départ et affinerez votre modèle économique pour construire un véritable projet d'entreprise. Voici un exemple pour illustrer la notion de modèle économique. Si vous voulez vous rendre régulièrement d'un point A à un point B, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous déplacer en train, en avion, en voiture par exemple. Cette voiture, vous pouvez la louer sur une longue ou courte durée. Vous pouvez aussi covoiturer avec un voisin ou bien vouloir acheter votre voiture personnelle. Vous achèterez ce véhicule auprès d'un particulier connu par un journal d'annonces, sur un site internet spécialisé ou bien chez le concessionnaire qui distribue une marque que vous appréciez. Sur place, vous choisirez du neuf ou de l'occasion. Un même individu, pour un besoin déterminé, comme se déplacer régulièrement d'un point A à un point B, dispose donc d'une grande variété de solutions qui présentent des caractéristiques différentes. Ces différentes solutions ne présentent pas le même modèle économique. Examinons plus en détail ce qu'est un modèle économique. C'est la façon dont une entreprise peut répondre aux besoins d'un client, par exemple se déplacer du point A au point B. Le modèle économique, ou business model en anglais, décrit comment l'entreprise va s'y prendre pour répondre à ce besoin et gagner de l'argent. Plus précisément, le modèle économique décrit ce que l'entreprise va vendre, auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice. Lorsque vous créez votre entreprise, vous devez être clair sur ce que vous allez vendre, sur les clients que vous envisagez, sur la façon dont vous allez vous faire connaître auprès d'eux, sur les activités que vous allez mener pour les satisfaire, sur les revenus et les coûts que cela va générer. Décrire le plus précisément possible votre modèle économique est donc une étape clé pour votre projet. Voyons comment procéder à cette description. Imaginez le projet de construction d'un immeuble. Les entreprises du bâtiment qui vont intervenir ont besoin de travailler avec des plans d'architectes clairs et conçus selon des normes communes à toute la profession. Ces plans décrivent de manière suffisante ce que l'on veut construire sans pour autant entrer dans des détails superflus. De même, entre vous, créateurs d'entreprise, et les différentes parties prenantes de votre projet, les fournisseurs, les distributeurs éventuels, les financeurs, il est indispensable d'être le plus clair possible sur les grandes lignes du projet. Il existe plusieurs méthodes pour faire ce travail qui consiste à établir son modèle économique. Nous vous présentons ici la méthode Business Model Canva. Le Business Model Canva a été mis au point par Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur. Ces deux chercheurs ont construit une représentation visuelle et synthétique d'un modèle économique autour d'une matrice de 9 blocs qu'ils ont baptisé Canva de modèle économique, Business Model Canva en anglais. Leur ouvrage, Business Model Generation, est devenu un best-seller mondial. Voici le schéma du Business Model Canva. Les 9 blocs sont à droite les segments clients, c'est-à-dire les personnes ou organisations qui seront vos clients ou vos utilisateurs. Au centre, la proposition de valeur, c'est-à-dire ce que vous leur proposerez et qui représente pour eux une certaine valeur. Entre ces deux blocs, la relation que vous entretenez avec vos clients et les canaux de distribution qui vous relient. En dessous de ces blocs, les revenus que vous en tirerez. À gauche, les activités clés que vous devez mener pour réaliser votre proposition de valeur et les ressources clés nécessaires pour cela. Les partenaires à qui vous allez confier la réalisation d'une partie de votre proposition de valeur. En dessous de ces blocs, tout ce que cela coûte. La différence entre les deux blocs inférieurs représentant le bénéfice que vous en espérez. Faisons ensemble un examen détaillé de chacun des 9 blocs. Un segment de clientèle est une population d'acheteurs ou d'utilisateurs potentiels qui présente un comportement d'achat ou d'utilisation homogène. Il s'agit donc de définir dans ce bloc les différents clients que vous allez cibler. Qui sont vos clients? Quels sont les principaux groupes d'individus ou d'organisations que vous souhaitez viser de prime abord? Pour qui allez-vous proposer de la valeur?
Bien sûr, vous pouvez identifier plusieurs segments de clientèle distincts. Si vos clients sont des organismes, entreprises, associations, administrations, ce que l'on appelle communément le B2B, il peut être utile d'identifier et préciser qui sont le ou les décideurs au sein de l'organisme. Il s'agit de définir dans ce bloc la combinaison de vos produits ou services qui apportent de la valeur aux clients, éventuellement à chaque segment distinct de clientèle. Quels sont les problèmes des clients que vous allez aider à résoudre? Quels sont les besoins des clients auxquels vous allez répondre? Quelle est la valeur d'usage que vous allez apporter aux clients? Quels sont les bénéfices que vous offrez aux clients? Quelle est la promesse annoncée aux clients? Et quelles en sont les preuves? Par quels canaux allez-vous atteindre vos segments de clientèle? Comment allez-vous faire pour faire connaître vos produits et services auprès d'eux? Comment se déroulent les processus d'évaluation, d'achat, de livraison ou de mise à disposition et de services après-vente? Les différents canaux que vous proposez peuvent être internes, une force de vente, une plateforme de vente en ligne, un magasin possédé en propre, ou externes, le magasin d'un partenaire, d'un grossiste, un détaillant et de la livraison sous-traitée. Quel type de relation allez-vous entretenir avec vos prospects et vos clients? Comment allez-vous acquérir, fidéliser ces clients et pourquoi pas leur proposer des ventes additionnelles? Comment prenez-vous soin de vos clients? Comment allez-vous le matérialiser? Cette relation pourra reposer sur une interaction humaine, un vendeur ou un conseiller in situ ou bien par téléphone, ou automatisée, système en ligne. Elle pourra se caractériser comme un self-service par des prestations d'assistance, par une co-création entre vous et le client. Vous pourrez aussi faciliter la relation interclient en aidant par exemple à la naissance d'une communauté d'utilisateurs. Quelle est la proposition de valeur que vos clients achètent et quel prix sont-ils prêts à payer? Quel flux de revenus cela vous procurera-t-il? Sous quelle forme? En effet, vos sources de revenus peuvent prendre plusieurs formes. La vente, c'est le cas le plus fréquent, la location, un abonnement, une commission, un forfait en pourcentage. Il peut aussi s'agir de revenus publicitaires ou liés à une licence. Enfin, vos sources de revenus peuvent présenter un caractère fixe, prix catalogue, éventuellement fonction des quantités commandées, ou dynamique, prix négocié, yield management, enchères. Quels sont les actifs ou ressources les plus importants requis pour proposer et délivrer l'offre? Quelles sont les matières premières, les stocks dont vous aurez besoin? Quelles sont les ressources humaines intellectuelles nécessaires? En matière de propriété industrielle, y a-t-il des brevets? Les noms de l'entreprise, nom de domaine ou nom des produits sont-ils protégés? Quelles sont les activités clés que vous devez accomplir pour que votre modèle économique fonctionne? Quelles sont les activités stratégiques que vous devez conserver? Il peut s'agir d'activités liées à la proposition de valeur, conception, design, R&D, supply chain, fabrication, contrôle, liées à la relation client et les canaux, marketing, plateforme réseau, logistique, centre d'appel, SAV, voire au flux de revenus, recherche de financement du client. Qui sont vos partenaires clés? Qui sont vos fournisseurs et quelles ressources vous procurez-vous auprès d'eux? Quelles activités nécessaires à votre modèle économique sont conduites par vos partenaires? Vous pouvez avoir recours à des partenaires pour plusieurs raisons. 1. Acquérir certaines ressources et activités que vous ne possédez pas. 2. Réduire votre risque en confiant à un tiers une partie de la réalisation de votre valeur, soit qu'elle la maîtrise mieux que vous, soit qu'elle vous évite des coûts de mise au point, d'investissement ou de stock. 3. Pour optimiser vos coûts par des économies d'échelle, parce que le partenaire fabrique déjà ce sous-ensemble, y compris pour d'autres entreprises. Quels sont les principaux coûts inhérents à votre modèle économique? Quels sont les coûts nécessaires pour réaliser la proposition de valeur, entretenir la relation client et générer les revenus? Ces coûts sont pour la plupart ceux des activités ressources et partenariats. On peut distinguer vos coûts fixes, structure, personnel, amortissement, et vos coûts variables, fournitures liées aux produits, personnel, intérimaire. Quelques exemples pour illustrer ce que nous venons de décrire en commençant par le modèle économique de quelques entreprises bien connues de tous. Ainsi, cette entreprise qui propose gratuitement aux internautes une recherche sur le net à partir de mots et qui parallèlement propose à des annonceurs de faire apparaître leurs annonces achetées par enchère sur des mots-clés, c'est Google. Google a 2 segments de clientèle auxquels il offre 2 propositions de valeur différentes. Notez bien que le modèle de Google ne fonctionne que si les 2 systèmes existent simultanément.
La clientèle masculine, pour se raser, a recours aux rasoirs mécaniques de cette entreprise. Elle les vend avec une très faible marge, mais elle dispose d'un brevet et seules ces lames, qu'il faut remplacer fréquemment, s'adaptent au rasoir. Bien que passant par la grande distribution, elle peut réaliser des marges confortables, la fidélité des clients à la marque étant en quelque sorte contrainte. Cette entreprise fait beaucoup de R&D et de marketing associé pour conserver ses parts de marché. Sa logistique est performante, c'est Gillette. Les promoteurs de l'aviation low cost, Southwest Airlines, Ryanair ou EasyJet, ont tous ciblé le même segment de clientèle. Ceux qui ne prenaient pas l'avion et lui préféraient pour des voyages de moins de 1000 km le train, le bus ou la voiture qui étaient beaucoup moins chers. Leur idée de départ était que l'on peut vendre un billet à bas prix si l'avion est rempli et que l'on supprime les prestations non essentielles. Ils ont donc choisi de vendre des vols secs, sans restauration à bord notamment, via une plateforme Internet et en faisant varier si besoin les prix pour assurer un remplissage maximal de l'avion. On appelle cela le yield management. Dès lors, les services additionnels sont vendus en supplément. Ils cherchent à minimiser tous leurs coûts et demandent de la polyvalence à leur personnel de bord. Ils recherchent les aéroports qui ont des faibles taxes aéroportuaires. L'économie passe aussi par un modèle d'avion unique, Airbus et leurs partenaires. Ce sont des avions neufs, loués pendant une courte durée. La moindre maintenance de ces avions récents permet une bonne rotation. Enfin, certaines compagnies vont jusqu'à solliciter des subventions auprès des collectivités pour desservir leur aéroport et accroître ainsi le flux de touristes en province. Beaucoup d'entreprises ont construit leur business sur le modèle freemium. Les utilisateurs occasionnels de leurs services se voient offrir un compte de base gratuit. Les gros utilisateurs bénéficient d'une gamme de prestations premium avec des bouquets de services additionnels. Ils payent un abonnement via un compte professionnel. Une part importante de l'activité de ces entreprises consiste à contacter les utilisateurs occasionnels pour les inciter à upgrader leur compte. Vous avez compris que les blocs d'un business model Canva ne sont pas indépendants les uns des autres. Si vous modifiez un bloc, cela aura des répercussions sur d'autres blocs. Si vous décidez de louer votre produit au lieu de le vendre, vous modifiez la nature des revenus. La relation que vous aurez avec votre client en sera renforcée, mais vous devrez probablement disposer de ressources financières spécifiques. Si vous décidez de sous-traiter une des activités nécessaires à la proposition de valeur, vous modifierez les blocs activités et partenaires clés. Mais c'est aussi la structure de vos coûts qui sera modifiée. Enfin, si vous ajoutez un deuxième segment de clientèle distinct du premier, vous allez peut-être devoir faire une nouvelle proposition de valeur, concevoir une autre relation client et pourquoi pas mettre au point un modèle économique très différent sur plusieurs blocs de la matrice pour ce nouveau segment. Partez d'une matrice de grand format et commencez à positionner les différents thèmes. Faites-le avec des post-it que vous pouvez facilement ajouter, enlever, déplacer, etc. En général, on commence par les blocs segment de clientèle ou proposition de valeur. L'exercice est bien plus productif lorsqu'on le fait à plusieurs. Il est vraiment important que vous finalisiez un business model Canva de départ. Attachez-vous à remplir d'abord les blocs de droite et après une phase productive, essayez de retenir les 2 à 3 post-it les plus significatifs sur chaque bloc. Vous allez ensuite pouvoir l'enrichir et l'affiner au fil des échanges que vous pourrez avoir avec les personnes qui vous accompagnent sur votre projet, puis des parties prenantes à celui-ci. Voici le business model Canva de départ de quelques projets simples. Commençons par un projet de restauration. Avec 7 post-it, on clarifie bien le projet. Il est facile sur cette base d'aller sur le terrain pour interroger de possibles clients, des fournisseurs ou des professionnels pour avoir leur avis en retour. Le business model Canva va s'enrichir après tri de leurs remarques et propositions. Voici le projet d'une crèche. Il n'en existe pas dans le quartier qu'ont choisi les créatrices et c'est un quartier où travaillent des salariés plutôt jeunes et diplômés. Cette population est prête à payer un petit peu plus cher la crèche si elle apporte un plus à leurs petits, un apprentissage de l'anglais. Le nombre de places étant limité, dans un premier temps, les créatrices envisagent la réservation et le paiement à l'avance en ligne, tout en proposant des tarifs privilégiés aux membres des comités d'entreprise situés sur le technopôle. Les élus s'avèrent des prescripteurs efficaces, voire pour certains CE des financeurs partiels. Cette population de parents demande une certaine souplesse dans les horaires de récupération des enfants.
Elle leur sera garantie, mais payante. Les ressources clés sont des personnels spécialisés sélectionnés pour leur aptitude à parler anglais. Pour le personnel complémentaire non diplômé, il sera fait appel à des stagiaires britanniques grâce à un partenariat mis en place avec une école de puériculture anglaise. La relation avec les comités d'entreprise restera forte pour envisager à terme l'agrandissement de la crèche. Confortées par l'accueil favorable qu'a reçu leur Canva, les deux créatrices peuvent se lancer dans l'évaluation des coûts et les confronter au prix de la concurrence pour confirmer la valeur de leur proposition. Deux ingénieurs ont conçu un robot qui se déplace sur les murs et au plafond. Ils ont déposé le brevet de leur invention. On peut équiper le robot avec des outils électroportatifs et le piloter depuis le sol. Ils se sont alors posé la question qui pourrait être utilisateur de notre robot. Ils ont pensé que les entreprises du BTP seraient intéressées lorsque les réparations sont à faire, un percement oublié en haut d'un mur ou des finitions à reprendre, un plafond à poncer, voire un éclairage à changer. Grâce au robot, on évite de devoir ramener un échafaudage et on supprime les travaux en hauteur qui sont les premières causes des accidents du travail. Les créateurs sont conscients que le prix du robot est un frein pour les petites entreprises. Aussi, ils veulent convaincre les loueurs de matériel, qui louent tout pour n'en citer un, d'en acheter pour les louer aux PME sur de courtes durées. Les organismes de prévention des accidents du travail sont emballés par leurs produits et seront leurs meilleurs prescripteurs. Avec leur Canva en main, les deux ingénieurs vont rencontrer un bon nombre d'entreprises de chaque corps de métier du BTP pour approfondir les fonctionnalités et les caractéristiques de leur robot. Voici encore un modèle économique qui associe deux segments de clientèle complémentaires. Si vous étiez commerçant de centre-ville, vous aimeriez sans doute que tous les passants équipés d'un smartphone, lorsqu'ils passent juste devant votre magasin, soient informés en temps réel des offres promotionnelles du moment. Voici une entreprise qui vous propose de les mettre en ligne sur sa plateforme. Les consommateurs, quant à eux, sont invités à télécharger une application gratuite, grâce à laquelle ils seront géolocalisés avec précision et recevront sur leur smartphone les promotions du magasin devant lequel ils se trouvent. 3 commerçants interrogés par les créateurs sont prêts à payer un abonnement mensuel, et pourquoi pas jusqu'à 199 € pour bénéficier du service. Bien sûr, des campagnes de publicité seront à faire pour faire connaître l'application au grand public. Les créateurs sont persuadés qu'il faut raisonner agglomération par agglomération. Ils veulent débuter dans une ville moyenne comme Amiens. Les commerçants du centre-ville sont groupés au sein d'une association. Nos créateurs sont prêts à adapter leurs tarifs pour les membres de cette association. Par effet boule de neige, chaque magasin fera aussi la publicité de l'application à ses clients. Pour réussir, les créateurs devront se doter d'une force commerciale dans chaque ville. Ils auront aussi besoin de développeurs informatiques qui pourraient aussi bien être des salariés que des prestataires externes liés par un partenariat fort. Leur business model Canva de départ est prêt. Ils partent à la rencontre des clients pour tester leurs projets. Lorsque l'on cible deux segments de clientèle avec deux propositions de valeur différentes, il est plus simple et souvent plus intéressant de raisonner séparément. On schématise le premier business model Canva pour le premier segment de clientèle. Et lorsqu'il est achevé, on peut passer au second segment de clientèle avec sa propre proposition de valeur. Ce n'est que lorsque les deux modèles sont bien décrits que l'on réalise la superposition. Certains blocs vont fusionner totalement parce qu'ils sont très semblables. Par exemple, les ressources et les canaux de distribution pourraient être les mêmes pour une entreprise qui vendrait en hypermarché des sous-vêtements pour hommes et pour femmes. D'autres blocs resteront en revanche distincts. Enfin, dans certains cas, comme celui de Google ou de l'application dédiée au commerce que nous venons de voir, les deux Canva ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Le business model Canva est plutôt une analyse interne de votre projet. Mais votre projet est aussi soumis à des forces externes. Les forces macroéconomiques sont les grandes tendances économiques, le contexte général, la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt, l'accès au financement, aux ressources et matières premières. Les forces du marché influent directement sur votre business model Canva. Quels sont les besoins et attentes des clients? Peut-on segmenter cette clientèle? Quels sont les modes, les comportements d'achat de cette clientèle? Quels budgets sont-ils prêts à consacrer? Quel est le pouvoir de négociation de ses clients? Les forces du secteur conditionnent fortement votre business model Canva. Qui sont vos concurrents actuels ou potentiels? Quelles alternatives à votre proposition de valeur, par exemple des produits de substitution? Quels risques liés à de nouveaux entrants sur votre marché situé en amont, fournisseur, ou en aval, client de la chaîne de valeur?
mais aussi liées aux parties prenantes, partenaires, marché du travail, etc. Les grandes tendances, par exemple les nouveaux modes de consommation, les tendances liées au progrès technologique, etc., ont certainement une influence sur la construction de votre Canva. Voyons par un exemple comment ces forces externes peuvent modifier, voire inspirer fortement un business model Canva. La tendance actuelle est le maintien des personnes âgées à leur domicile plutôt que le placement en maison de retraite ou l'hospitalisation. Les familles ont une aspiration forte à ce que leurs parents puissent néanmoins faire l'objet d'une surveillance. Cette surveillance peut porter sur les mouvements de la personne âgée, son état physique, sa sécurité. A-t-elle fermé sa porte d'entrée? A-t-elle laissé le four allumé? Les évolutions technologiques permettent de disposer aujourd'hui d'une géolocalisation précise et d'objets connectés susceptibles de transmettre à distance les informations. Les tendances macroéconomiques substituent à la vente traditionnelle des systèmes de location plus entretien et maintenance. Des partenaires spécialisés dans le leasing des objets voient le jour. Vous imaginez quelle quantité de projets peuvent naître ou s'améliorer en tenant compte de ces tendances. Un conseil, veillez à prendre en compte les différentes forces externes pour affiner votre modèle économique. Voici le business model Canva de Néo Navigation, équipe lauréate du Trophée France des entrepreneuriales. La proposition de valeur est un GPS piéton d'une grande précision qui avertit des dangers et obstacles extérieurs, travaux, ponts, etc., pour les déficients visuels. C'est un bracelet, il est tout aussi peu encombrant qu'une montre, il fonctionne avec un système de reconnaissance vocale. Concernant les modes de guidage, il propose un mode vibration et un mode audio. Le segment de clientèle prioritaire concerne les personnes déficientes visuelles, qui représentent aujourd'hui 1,7 million de personnes. Le service après-vente est une assistance téléphonique. Les créateurs souhaitent faire émerger une communauté d'utilisateurs. Les canaux de vente sont principalement la plateforme web, mais aussi un ensemble de prescripteurs tels que les personnels médicaux spécialisés et les associations. Les principales activités sont la R&D et la conception des produits, la démarche auprès des clients, le suivi des sous-traitances. Les ressources clés sont principalement la propriété intellectuelle via un ensemble de brevets liés à la conception du bracelet et le savoir-faire dans la conception et la programmation informatique embarquée. Les partenaires clés du projet sont des associations telles que Unadev, des revendeurs spécialisés dans le secteur de la déficience visuelle, une entreprise de fabrication de composants électroniques, Axis, produit leurs bracelets. Par ailleurs, les entreprises du BTP permettront d'avoir des informations sur les travaux publics en cours. Les composants sont en grande partie sous-traités. Les coûts fixes sont la conception du bracelet et la commercialisation autour du produit. Les clients ont la possibilité de louer le bracelet pour tester le produit dans un premier temps, puis de l'acheter. Les revenus viendront aussi de la formation à l'utilisation des produits. Le succès de beaucoup d'entreprises repose sur un des blocs de leur business model Canva qui influence tous les autres de manière prépondérante et caractérise l'innovation de leur entreprise. Pour Amazon, par exemple, ce sont les ressources de son infrastructure, l'informatique, les bâtiments de stockage et la logistique qui lui assurent une domination sur le marché. Pour Rank Xerox, quand ils ont inventé les photocopieurs loués, c'était la finance. Pour Tupperware, c'est le canal de distribution via un réseau de vendeurs à domicile indépendants qui constitue l'innovation. Ce bloc prépondérant est appelé l'épicentre du modèle économique. Êtes-vous capable d'identifier dans votre projet un épicentre? Votre projet est peut-être tiré par des caractéristiques particulières sur le produit, le canal de distribution ou les revenus. Vous avez une stratégie d'innovation sur le marché. Vous pouvez aussi partir des besoins des consommateurs en identifiant des attentes non résolues, en proposant plus de facilité dans l'utilisation ou en instaurant une relation client inédite. Vous pouvez même identifier un petit segment de clientèle qui ne se satisfait pas des offres proposées à la majorité. On appelle ça une niche de marché. Vous avez une stratégie de focalisation client. Vous pouvez enfin centrer votre modèle sur la recherche des coûts les plus bas en optimisant les blocs de gauche de votre business model Canva, en baissant les coûts et donc les prix de vente, vous modifiez les règles du marché. Ces trois types d'épicentres sont considérés comme les seules stratégies pertinentes. À titre d'illustration, voici comment sur le marché de l'automobile se traduisent ces trois stratégies différentes.
Dacia est une marque low cost bien connue. Le groupe Volkswagen, avec ses différentes marques, Skoda, Seat, Audi, joue la synergie pour concevoir des composants communs et faire baisser les coûts de fabrication. La DS était une voiture révolutionnaire. Tesla, la voiture américaine haut de gamme électrique, réinvente le modèle économique de l'automobile. Aramisauto.com vend toutes les marques sur Internet. La location et la maintenance longue durée est une proposition alternative à l'achat. Porsche, Mini ou la voiture sans permis ont ciblé des segments de clientèle restreints qui présentent des attentes et des besoins spécifiques. Évitez un segment de clientèle trop vague. Vous ne pouvez pas tout faire pour tout le monde. Choisissez un segment de clientèle bien identifié et si possible, limitez-vous au groupe de clients ou d'utilisateurs que vous allez démarcher en premier. Dans certains cas, le segment de clientèle n'a pas ou peu de pouvoir pour choisir la proposition de valeur que vous avez conçue spécialement pour lui. Il faut identifier les décideurs et ne pas hésiter à concevoir une proposition de valeur qui leur soit propre. Par exemple, les vrais décideurs des médicaments sur ordonnance sont l'autorité qui décide de la mise sur marché, les médecins qui prescrivent et les pharmaciens qui choisissent le générique concurrent. Le décideur est aussi bien souvent le canal de distribution. Les attentes d'un chef de rayon d'un hypermarché sont la rotation rapide et la facilité de réassortiment du linéaire. Concevez une proposition de valeur et une relation où c'est lui le client. Le marketing viral, l'augmentation de visibilité grâce aux réseaux sociaux sont souvent surestimés dans bien des business models. Pendant plus d'1 an, les 3 fondateurs de Airbnb ont eux-mêmes démarché ville par ville et en vis-à-vis les propriétaires de logements pour les convaincre. Identifiez bien vos revenus, leur nature d'abord, vente, abonnement, location, commission, etc. Leur valeur unitaire, prix du produit unitaire, marge sur achat, prix horaire, et tenez compte des revenus aléatoires, revenus saisonniers, one-shot, clients uniques, taux de transformation des offres gratuites en services premium. Retenez bien que votre proposition doit avoir de la valeur concrète pour votre client, c'est-à-dire qu'elle doit lui apporter soit une plus grande satisfaction, soit des gains de temps, soit des gains d'argent. Une erreur fréquemment rencontrée est de mettre dans la proposition de valeur ce que fait l'entreprise. Les clients n'ont que faire de ce que vous accomplissez. Pour eux, seul le résultat qu'ils constatent compte. Ce que fait l'entreprise doit figurer dans les activités clés. Attention au modèle économique qui ne comporte aucune activité clé. Quel est le savoir-faire particulier dont vous disposez pour vous différencier? Sans activité clé, vous ne résisterez pas aux concurrents. N'oubliez pas dans vos activités le contrôle et le suivi des activités que vous sous-traitez. Les ressources clés sont parfois sous-estimées, voire oubliées. Un partenaire clé doit trouver un intérêt au succès de votre business. Et méfiez-vous des partenaires qui disposent de toutes les ressources pour devenir vos concurrents directs. Vous voici doté de votre business model Canva de départ. Faites une première vérification de cohérence. Correspond-il à l'opportunité d'affaires que vous aviez imaginée à l'issue du premier module? Désormais, vous pouvez aller rencontrer quelques personnes représentatives des parties prenantes de votre projet pour confronter vos hypothèses et susciter leur feedback. Rencontrez aussi des clients potentiels. Ils pourront attirer votre attention sur leurs besoins de manière plus précise. Si vous envisagez de sous-traiter une partie des activités, allez donc rencontrer des fournisseurs possibles. Si vous passez par un canal de distribution, une rencontre s'impose. Chaque rencontre est l'occasion d'enrichir votre business model Canva. L'avis d'expert et au premier chef l'expert comptable est également indispensable. Version après version, votre business model Canva devient ainsi un projet élaboré et cohérent. Vous pouvez maintenant valider par des enquêtes clients ou des études de marché de manière plus approfondie toutes les hypothèses que vous avez posées dans les blocs concernés. Interprétez les retours. À ce stade, ne cherchez pas à faire des statistiques et surtout, méfiez-vous des moyennes. Exploitez chaque réponse et identifiez les raisons de croire en votre projet. Lorsque vous aurez rencontré un interlocuteur, prenez le soin de noter vos impressions en retour. Il vous permettra de convaincre les réseaux d'accompagnement et vos futurs partenaires de vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise.